Bien, bonjour et bienvenue à tous. Donc nous nous retrouvons en ce début de nouvelle année, la nouvelle année chinoise du singe, au cas où vous ne seriez toujours pas au courant, pour une séance qui va clore ce premier volet consacré à ce que j'ai appelé la prétention chinoise à l'universalité et qui va nous occuper encore un bon moment. Alors, nous sommes partis cette année de la constatation qui n'échappe à personne que dans le monde actuel, la Chine occupe une place massive et qu'elle y pèse de tout son poids, comptant à mesurer en termes exclusivement économique et géopolitique. Actuellement, la situation de la Chine inquiète beaucoup sur les marchés financiers. Donc, quand on dit couramment, hein, quand la Chine éternue, le monde s'enrhume. Alors, il m'a semblé pour ma part nécessaire de nous efforcer d'une part d'aller au-delà des chiffres et des purs rapports de force dont on nous abreuve à longueur de journée, et d'ouvrir la réflexion critique sur la profondeur de la longue durée. Il me semble également important, d'autre part, de ne pas suivre aveuglément cette tendance médiatique à parler de la Chine, prise comme une entité isolée et autosuffisante. Il me semble qu'il nous faut la replacer dans un espace de circulation plus large où elle entre nécessairement en interaction avec d'autres réalités qu'elle, où donc elle est confrontée à d'autres qu'elle, où elle bute sur ses limites et où elle est donc, par la force des choses, renvoyée à des interrogations sur elle-même. Mais bien évidemment, avant de nous lancer dans le vif de ce sujet extrêmement touffu et de commencer à en explorer les complexités, il m'a paru important de rappeler ce qui nous a amené à soulever une telle question. Et c'est un travail d'autant plus important que cette prétention chinoise à l'universalité est en train de refaire surface en Chine, avec la montée en puissance de la Chine, comme je viens de le dire, dans le contexte de la mondialisation actuelle, et que cette question de l'universalité chinoise est en train de faire l'objet de débats extrêmement vifs en Chine même depuis quelques années. Alors, ce que nous avons essayé de faire cette année a été de partir du contexte éminemment ritualisé de la Chine ancienne et pré-impériale pour examiner la manière dont s'est constituée une certaine idée chinoise de l'universalité. Alors, ce faisant, nous avons vu que ce qui semble avoir été premier, ou si vous préférez fondateur, dans la conception chinoise du monde, a été la notion d'un continuum qui traverse de part en part et réunit en un seul tout le cosmos, c'est-à-dire le ciel-terre, et le monde humain. Ce qu'en chinois on appelle justement cette triade cosmique du Tiandiren, c'est-à-dire donc ciel, terre, homme. Et donc, à l'intérieur de ce tout, ou comme faisant partie de ce tout, le monde humain est lui-même conçu comme un continuum, à savoir celui qui relie entre elles
les générations humaines et qui est assuré par, donc ce continuum est assuré par le culte ancestral et la piété filiale, avec tout ce qu'ils impliquent et que nous avons en quelque sorte passé en revue, donc les rites funéraires, les rites de deuil, les sacrifices aux ancêtres et aux parents défunts, les obligations vis-à-vis des parents, aussi bien de leur vivant qu'après leur mort, et nous avons également vu un exemple la dernière fois de l'obligation rituelle de vengeance, donc, qui est une obligation du fils pieux envers donc, le père ou la mère dans un cas où le père et la mère sont assassinés. Donc, obligation rituelle de vengeance. Alors, pour reprendre le titre d'un ouvrage en chinois que nous devons à Madame Lu Miaofen et qui est paru donc en 2011. Lu Miaofen, qui est une collègue de l'Academia Sinica de Taïwan, elle a intitulé donc un livre qu'elle a consacré à la culture de la piété filiale. Elle l'a intitulé donc Xiaozhi Tianxia, c'est-à-dire donc la piété filiale gouverne le monde, gouverne le monde sous le ciel, qui est donc un titre tout à fait approprié donc dans le contexte de ce que nous faisons actuellement. Alors, nous avons vu comment le premier empire Han, dans les 2 siècles avant et les 2 siècles après le tournant de l'ère chrétienne, donc nous avons vu comment ce premier empire s'est appuyé sur, on pourrait dire, toute une batterie de sources textuelles canoniques, à commencer par les traités ritualistes et par ce livre de la piété filiale, le Xiaojing, pour mettre en rapport analogique donc piété filiale, xiao, et loyauté, zhong. Donc la piété filiale qui met en relation donc le fils pieux avec son père, et ce modèle de relation donc informe la relation donc politique entre le ministre ou le sujet et son prince. Alors c'est ainsi que nous avons vu que l'ordre politique s'est trouvé enraciné en quelque sorte dans l'ordre naturel de la filiation. Nous avons insisté un petit peu sur la récurrence de cette notion organique de l'enracinement, du pen, la racine. Et cette analogie entre piété filiale et loyauté a donc fait de l'ordre politique la simple extension de l'ordre familial. Et donc nous avons vu la dernière fois que ce processus d'extension se fait par étapes ou, si l'on préfère, par cercles concentriques qui prennent tous leur origine dans la personne, Shen, de celui qui dirige, donc que ce soit le père ou le prince, donc. Et à partir de là, nous avons des cercles concentriques qui s'élargissent à l'échelle de la famille, Tia, la famille au sens de lignage, puis à l'échelle du pays, Guo. Et nous avons vu que certaines sources non confucéennes, comme le Laozi, ou autrement connu comme le Tao Te Ching, c'est-à-dire le livre de la voix et de sa vertu ou de sa puissance, donc le Laozi intercale donc le plan du xiang, c'est-à-dire le voisinage ou le village. Et donc ensuite nous arrivons à l'échelle du Guo, c'est-à-dire à l'échelle du pays,
Et enfin, donc, l'échelle au-delà de laquelle on ne peut pas aller, donc l'échelle du monde sous le ciel, le Tianxia, que vous avez donc ici et ici. Donc, les sources confucéennes et non confucéennes d'ailleurs de la fin de l'Antiquité et du début de l'ère impériale que nous avons citées, que ce soit donc le Mencius, en chinois le Mengzi, les entretiens de Confucius, en chinois le Yu, ou le traité des rites, le Li Ji, et en particulier donc ces deux chapitres, la grande étude, le Ta Xue, et le milieu invariable, le Zhongyong, qui ont été donc ces deux chapitres qui ont été donc mis en exergue au XIIe siècle pour faire partie d'un nouveau corpus canonique des 4 livres. Donc toutes ces sources donnent la représentation d'un développement organique continu à partir d'un centre qui est donc la culture morale de soi. Ici, bon, vous avez le début de la grande étude où vous retrouvez ces mêmes éléments, donc Shen, Jia, Guo, Tianxia, etc. Et donc, vous avez ce développement continu à partir donc de ce centre qui est la culture morale de soi, donc en chinois le Xiushen, et l'extension de cette culture morale à l'échelle de la gouvernance du corps sociopolitique qu'on appelle donc le zhiguo, donc en chinois. Alors cette continuité est représentée sous forme à la fois notionnelle et graphique dans la corrélation que nous avons rappelée la dernière fois entre, d'une part, Tun, le prince, ici, et le Junzi, c'est-à-dire donc l'homme de bien selon l'idéal confucéen. Au fond, l'idéal confucéen serait de confondre dans la même personne donc le prince et l'homme de bien. Junzi signifiant donc le fils du prince, autrement dit donc une personne noble, ici au sens moral. Et nous avions rappelé également la corrélation qui se traduit donc en termes graphiques entre Zheng, donc le fait de gouverner ici, et donc Zheng ici, qui est la composante principale du mot gouverner en chinois, donc qui se prononce de la même façon en chinois moderne, et qui veut dire donc la droiture. Autrement dit, nous avions dans cette citation des Entretiens de Confucius l'idée que gouverner, c'est tout simplement une affaire de droiture personnelle, donc incarnée par le prince. Il suffit que le prince donne l'exemple de la droiture pour que le pays et voire le monde entier soit en ordre. Donc, dans d'autres termes qui sont empruntés, au dernier chapitre du Zhuangzi, le chapitre 33, le Zhuangzi qui également est réputé pour ne pas être une source confucéenne, qu'on assimile en général au courant taoïste. Donc le Zhuangzi, dans son dernier chapitre, intitulé de manière très intéressante Tianxia, c'est-à-dire donc tout ce qui est sous le ciel, dans ce chapitre, vous trouvez justement cette expression de Nei Sheng Wai Wang, c'est-à-dire donc la sagesse intérieure qui correspondrait donc à la culture morale de soi, et le Wai Wang, c'est-à-dire la royauté extérieure, autrement dit, au fond, l'extension ou l'extériorisation de cette culture morale du prince qui se traduit donc à l'échelle de la famille, du pays et du monde entier. Donc,
À propos de la continuité entre ce Nation et Wai Wang, donc entre cette sagesse intérieure ou, si vous voulez, donc l'éthique individuelle du prince et la royauté extérieure, c'est-à-dire son extension politique, Joël Torraval, qui vient de co-signer un ouvrage dont j'ai déjà mentionné le titre, sur certains aspects du confucianisme contemporain. Le titre exact est Le sage et le peuple, le renouveau confucéen en Chine, paru en 2014 aux éditions du CNRS. Donc je rappellerai comme d'habitude les références exactes sur ma page web du site du Collège de France. Donc Joël Torraval fait la constatation suivante. Je cite, « On peut voir dans cette continuité entre justement l'éthique individuelle du prince et sa traduction politique l'expression d'une certaine utopie propre au confucianisme où un seul et même principe, dont le fondement ultime est cosmique, gouverne à la fois les comportements individuels et collectifs. » C'est cette continuité que vient interrompre la modernité. Désormais, sagesse intérieure, c'est-à-dire nation, et royauté extérieure, Wai Wang, sont disjointes. Elles obéissent à des règles qui sont hétérogènes. Le problème du passage de l'une à l'autre se pose donc en termes nouveaux. Fin de la citation. Alors, cette disjonction entre la royauté extérieure, qui, à l'ère moderne, est remplacée par le gouvernement d'un État-nation de type européen ou, si vous voulez, occidental. Donc, cette disjonction entre la royauté extérieure et la sagesse intérieure, qui est désormais confinée, en quelque sorte, à la vie individuelle privée, cette disjonction est donc le signe le plus manifeste de la rupture introduite par la modernité. Et c'est une question qui se trouve abordée dans plusieurs articles de la dernière partie de notre volume sur la grande étude, dont j'ai déjà parlé, et dont la dernière partie, justement, est consacrée aux aspects modernes et contemporains des interprétations et des lectures de ce texte important qu'est la grande étude. Alors, la question plus générale de la tension que l'on peut parfois qualifier d'extrême entre, d'une part, la continuité ou la volonté de continuité des fondements de la culture confucéenne et, d'autre part, la rupture, pour ne pas dire la démolition et la destruction systématique de cette continuité, appelée par les exigences de la modernisation. Cette question, donc, est, comme vous le concevrez aisément, est d'une grande complexité et a déjà une longue histoire, au moins longue d'un siècle. Elle nécessitera donc que nous y revenions ultérieurement. Pour l'heure, j'aimerais donc revenir à ce fondement ultime que Joël Torraval qualifiait tout à l'heure de cosmique, qui me paraît donc tout à fait fondateur. Et pour cela, je reviendrai donc un instant à cette citation de Tu Heming, donc ce chantre donc de la nouvelle foi confucéenne à l'heure actuelle, cette citation sur laquelle je terminais la dernière fois et qui illustre, à mon sens, parfaitement la volonté de continuité culturelle affirmée par certains prophètes du confucianisme contemporain, tels que justement Tu Heming. Alors, cette citation reprenait
si vous vous en souvenez, les différents stades par lesquels passe le développement continu de la personne morale du prince en cercle concentrique de plus en plus large. Donc on part du shen, donc du soi, ensuite on passe par la famille, par la communauté, par l'État ou le pays, et ensuite on arrive donc à l'échelle du monde. Et la citation concluait sur le caractère englobant ou tout inclusif de l'humanisme confucéen, selon Du Weiming. Alors je cite, en traduction française, « À la lumière de l'humanisme inclusif confucéen, le soi transformé transcende au plan personnel comme au plan collectif, au plan communautaire, l'égoïsme, le népotisme, l'esprit de clocher, en anglais donc le parochialism, l'ethnocentrisme et l'anthropocentrisme pour ne faire plus qu'un seul corps avec le ciel, la terre et les 10 000 êtres. » Alors, nous avions ici, donc, comme je l'indiquais, une allusion à la formule du grand penseur d'époque Ming, qui a vécu au XVe, XVIe siècle, j'ai nommé donc Wang Yangming, dans un texte qui porte justement sur la grande étude et qui s'intitule le Da Xue Wen, c'est-à-dire donc les questions sur la grande étude. Et cette phrase de Wang Yangming dit ceci, Da ren zhe, yi tiandi wan wu wei yi ti zhe ye, qi shi tianxia you yi jia, zhongguo you yi ren yan. Donc le grand homme est celui qui conçoit le tiandi, c'est-à-dire le ciel-terre, et les wanwu, les 10 000 êtres, comme iti, un seul corps. Et il considère donc le monde comme une seule famille et Zhongguo, c'est-à-dire donc le pays du milieu, ou ce qu'on appelle maintenant l'empire du milieu, comme un seul homme. Et cette phrase de Wang Yangming, nous l'avions vu, fait elle-même référence à cette autre phrase du traité des rites, du Li Qi, au chapitre Li Yun, c'est-à-dire l'évolution des rites. Gu shengren nai yi tianxia wei yi jia, yi zhongguo wei yi ren zhe. Donc, ainsi donc, le sage peut envisager de considérer le monde comme une seule famille et Zhongguo, alors on peut le comprendre comme le pays du milieu, mais dans un contexte plus ancien comme les pays centraux, comme on va le voir plus avant, un peu plus tard. Donc le pays du milieu ou les pays centraux comme un seul homme. Alors cette citation du traité des rites me paraît intéressante parce qu'elle fait apparaître dans la même phrase et dans un parallélisme qui introduit une analogie. Donc, dans la même phrase, vous avez la notion de tianxia, c'est-à-dire donc du tout sous le ciel, et la notion de zhongguo, c'est-à-dire donc pays centraux ou pays du milieu. C'est-à-dire que cette phrase associe l'idée d'universalité et l'idée de centralité. Et c'est là-dessus que j'aimerais m'arrêter maintenant un instant parce que ça me paraît vraiment important. Alors, cette association entre universalité et centralité se trouve développée dans un ouvrage extrêmement intéressant de l'historien dont vous avez le nom ici sur la diapositive, donc Xin Yitian. Ouvrage extrêmement intéressant, mais malheureusement pour ceux qui ne lisent pas le chinois, il est en chinois. Bon. Mais pour l'instant, donc, je me contente de commenter donc, le titre, qui est donc Tianxia Yi Jia.
C'est un ouvrage d'ailleurs qui est paru en 2011 également, comme l'ouvrage sur la piété filiale de Madame Lumia-Hoffen dont je parlais tout à l'heure. Donc, le titre principal, c'est Tianxia Yijia, c'est-à-dire donc le monde ou le tout sous le ciel est une seule famille, qui est donc une allusion assez claire donc à cette citation du traité des rites. Alors, l'ouvrage de Monsieur Xin Yitian donc porte sur la relation donc entre Huangdi, Guanliao et Shehui, c'est-à-dire donc le système impérial, le système bureaucratique et la société. Alors, d'après cet ouvrage extrêmement érudit et documenté donc, de Xin Yitian, les inscriptions oraculaires, c'est-à-dire donc les inscriptions divinatoires d'époque Shang, c'est-à-dire là ça nous fait remonter donc au deuxième millénaire avant l'ère chrétienne. Donc ces inscriptions oraculaires attestent déjà une structuration spatiale donc en 4 orients ou 4 directions, c'est-à-dire donc en chinois en si fang. Donc en général avec un centre qui fait que quelquefois on parle aussi de wu fang, c'est-à-dire donc 5 orientations. Donc vous avez les 4 orients et le centre. Et selon Monsieur Xin Yitian, donc les Shang s'assignaient volontiers un territoire appelé donc Zhongfang, que vous avez ici sur la diapositive en haut, c'est-à-dire donc le territoire ou l'orientation du milieu situé donc au centre du monde connu d'alors. Alors, dans ce que je me propose de développer maintenant, il va falloir garder à l'idée que ce terme de Fang a comment dire, des significations à la fois très différentes mais connexes. Fang, bien sûr, dans la langue moderne, on l'entend très souvent comme signifiant donc le carré. Donc le fang kuai, c'est un carré. Mais l'une des significations donc plus originelles, c'est donc, comme je viens de l'indiquer, donc l'Orient au sens des 4 Orients ou la direction. Donc c'est pour ça qu'on parle des Sefang, donc les 4 Orients ou les 4 directions. Et également dans la langue moderne, Fang indique plus généralement toute localisation ou un espace. Dans la langue moderne, on parle de Difang, où ça se passe, dans quel endroit, etc. Et cette expression moderne, Difang, est elle-même donc un rappel de ce que nous allons développer maintenant, c'est-à-dire donc l'association donc de la notion d'espace ou de carré avec la Terre, avec Ti. Alors, toujours selon Xin Yitian, donc, ce dispositif spatial, donc ordonné en 4 orients, se retrouve dans la disposition des tombes des rois Shang, dans la forme de ce caractère que vous avez en deuxième ligne sur la diapositive ici, et enfin la prononciation importe peu, c'est surtout donc la forme du caractère qui importe, qui est le caractère ya ici, qui entre pour des raisons purement phonétiques dans le terme Yazhou qui est l'Asie. Bon. Ici, en fait, c'est vraiment
la graphie donc en carré qui nous intéresse ici. Et Xin Yitian donc parle de ces tombes d'époque Shang qui sont disposées dans cette forme du caractère ya, donc avec 4 voies qui partent vers les 4 orients et qui convergent donc au centre. Alors, selon Xin Yitian, donc cette spatialisation en forme de ya, c'est-à-dire ce carré formé de 4 directions plus un centre, serait constitutive tout simplement de la conception antique du Tianxia, c'est-à-dire donc du monde sous le ciel. Et vous en avez ici donc éventuellement une preuve que Xin Yitian donc amène à l'appui de son argument. Vous avez donc ici des inscriptions d'époque Shang où vous retrouvez donc ce graphème donc de ce caractère ya dont nous parlions tout à l'heure. Donc, d'après Xin Yitian, il y aurait donc 2 significations du Tianxia, c'est-à-dire donc ce qui est sous le ciel, l'une qui désigne largement donc justement tout ce qui est sous le ciel, c'est-à-dire ce qui est éclairé par la lumière du soleil et de la lune et qui est habité par l'humain, par le monde humain. Autrement dit, c'est cela d'ailleurs en fait qui a amené certains spécialistes à employer la notion d'écumène, dérivée du grec oikoumene, donc pour traduire Tianxia. Et l'autre signification désignerait plus spécifiquement donc les Zhongguo, c'est-à-dire donc les pays du centre à l'intérieur des 4 orients, c'est-à-dire donc des Sifang zhenei, ou selon une expression un peu plus tardive, les Sihai zhenei, c'est-à-dire à l'intérieur des 4 mers. Et je vous rappellerai que nous avons eu l'occasion de parler à propos justement de règles rituelles d'un groupe d'excentriques qu'on a appelé donc les 7 sages du bosquet des bambous, les Zhulin Qixian, de l'époque post-Han, donc nous sommes au 3e, 4e siècle de l'ère chrétienne. Donc ces excentriques qui sont considérés comme des Fangwai Zhishi, c'est-à-dire donc des gentilshommes qui se situent à l'extérieur du Fang, c'est-à-dire à l'extérieur de cet espace civilisé et ritualisé qu'est donc le monde chinois dans sa propre définition. Alors, au cours de fouilles archéologiques qui ont été menées dans les années 1950 sur le site de l'ancienne Chang'an, près de l'actuel Xi'an, Xi'an qui est connu donc pour justement cette tombe du premier empereur, donc ancienne capitale impériale. Donc, au cours de ces fouilles, on a retrouvé les vestiges de constructions également de forme carrée. Et certains spécialistes ont supposé qu'il pouvait s'agir d'édifices rituels comme le temple ancestral, donc le Zongmiao dont nous avons un peu parlé, ou bien un édifice sur lequel j'aimerais m'arrêter un instant, qu'on appelle le Mingtang. Mingtang, si on veut le traduire littéralement, ce serait donc le palais de la lumière ou le palais des lumières. Alors, inutile d'essayer de vous représenter donc une sorte de chinoiserie tout illuminée, ça n'a pas grand-chose à voir avec ça. Le Mingtang
dont vous avez donc une reconstitution ici, est intéressant pour notre propos parce que on pourrait dire que c'est un édifice cosmologique par excellence, sur lequel un de mes maîtres en sinologie, Léon van der Merch, s'est penché dans son grand ouvrage qui s'intitule Wang Tao, ou La Voie royale, recherche sur l'esprit des institutions de la Chine archaïque, dont le deuxième volume est paru donc en 1980 à l'École française d'Extrême-Orient. Alors, Léon van der Merch donc s'est intéressé donc notamment à cet édifice dans le contexte de ses études sur le ritualisme de la Chine archaïque et de la Chine antique. Alors, Léon van der Merch nous rappelle que les Zhou, c'est-à-dire donc cette dynastie qui a succédé aux Shang à partir donc en gros de l'an 1000 avant l'ère chrétienne, donc, et qui a duré donc jusque officiellement en fait jusque à l'instauration du premier empire centralisé en 221 avant l'ère chrétienne. Donc cette dynastie des Zhou rendait au ciel un culte au sud de leur capitale ancestrale. Donc c'est en fait ce qu'on appelle donc la banlieue sud. Alors la banlieue sud, c'est pas Ivry, hein, c'est ici nous sommes au sud de la capitale ancestrale, et le sud en fait est le centre cosmique de l'univers, alors que la capitale est considérée comme le centre humain ou le centre donc du monde sociopolitique. Donc vous avez toujours en fait cette idée que le monde humain en fait est à resituer au fond dans un contexte cosmique. Et donc Léon van der Merch parle donc du sacrifice au ciel où la victime était offerte sur un monticule rond, qu'on appelle en chinois un huanqiu, dont la forme correspondait à celle du ciel. Donc la forme du ciel par excellence, c'est le cercle, c'est le rond que vous avez donc ici sur la diapositive. Et ce culte du ciel devait ensuite distinguer dans le ciel plusieurs secteurs selon la théorie des 5 phases, ou qu'on appelle aussi la théorie des 5 éléments, les Wuxing, élaborés sous les royaumes combattants. Donc vous aviez donc le secteur est, qui était dominé par l'élément du bois et la couleur verte, le sud par l'élément feu et la couleur rouge, l'ouest par l'élément métal et la couleur blanche, le nord par l'élément eau, l'eau, et la couleur noire, et enfin donc le centre par l'élément terre et la couleur jaune. Alors, pour faire pendant à ce culte du ciel, un culte était rendu également à la terre, donc entité cosmique symétrique du ciel. Et le grand sacrifice à la terre avait lieu donc au solstice d'été dans la banlieue nord. Alors la banlieue nord, encore une fois, c'est pas le 9-3, donc c'est donc cet espace en dehors de la capitale, donc au nord, par symétrie par rapport justement à ce culte du ciel rendu au sud. Donc le culte de la terre a lieu au nord sur un tertre érigé au milieu d'un plan d'eau et de forme carrée. En effet, autant le ciel est rond, circulaire, autant la Terre est perçue comme carrée, et avec elle donc tout l'espace humain qu'elle porte. Donc ici vous avez en reconstitution donc une reconstitution évidemment tout à fait imaginaire, hein, donc cette idée donc d'un carré donc à l'intérieur d'un cercle
que vous retrouvez encore à Pékin aujourd'hui avec la structure, l'architecture du Temple du Ciel. Alors, il faut rappeler donc que en Chine, donc, l'espace est en effet conçu essentiellement, enfin de façon paradigmatique, en termes de carrés. Par exemple, donc, l'espace rural est conçu à l'origine donc sur le modèle du carré, puisque le mot qui signifie champ, en chinois moderne tian ici, c'est donc, comme vous le voyez, un carré qui est lui-même découpé en quatre sous-carrés, si j'ose dire, en quatre petits carrés, donc découpés en damiers. Et d'après une représentation tout à fait idéalisée de la façon dont les champs étaient gérés, en quelque sorte, dans l'Antiquité, une représentation que vous trouvez dans le Mengzi, dans le Mencius, la structure rurale sous l'Antiquité Zhou aurait été justement celle de ces champs en damier qu'on appelle en chinois Jingtian. Alors Jingtian, ça veut dire donc Jing, c'est le puits. Mais encore une fois, ici, ça n'est pas le sens du caractère qui importe, c'est son aspect graphique. Ici, Jing, en fait, délimite 9 carrés, ici, donc, autour d'un centre. Donc, ces champs en damier donc, étaient censés représenter donc, la structure rurale de l'Antiquité, avec donc les paysans cultivant donc les carrés extérieurs pour eux-mêmes et cultivant donc le carré central pour le prince. Donc c'est là que vous avez une élaboration justement de la distinction entre le si, c'est-à-dire donc ce qu'on fait pour soi, et le gong, c'est-à-dire ce qu'on fait pour le gong qui peut être le prince d'ailleurs, ce qu'on fait pour donc quelque chose de commun. Et je vous rappellerai aussi, pour ceux d'entre vous qui êtes allés en Chine et notamment à Pékin, que les habitations traditionnelles chinoises s'organisent assez volontiers en carré, c'est-à-dire donc des bâtiments autour d'une cour centrale. On en trouve encore des traces, enfin de moins en moins, dans les fameux Seruyuan, donc du nord de la Chine, notamment à Pékin, où on en a quand même pas mal détruit. Et par ailleurs, dans chaque maison, les tablettes des ancêtres sont également disposées en carré. Elles représentent les ancêtres appartenant donc aux 4 générations précédant immédiatement celle du chef actuel du clan. Et je rappellerai également que les villes de l'Antiquité ou de la Chine impériale ont également un tracé en damier. C'est le plan de l'ancienne capitale impériale des Han et des Tang, donc Chang'an, dont nous avons parlé à l'instant, l'actuel Xi'an, qui rappelle tout à fait celui de l'actuel Manhattan, donc à New York. Donc un plan en quadrillage. Et le dernier exemple que je vous donne sur la diapositive, c'est le caractère qui désigne le pays. Comme vous voyez, c'est un carré qui délimite ce territoire, cet espace carré, et qui inclut donc le symbole de la puissance militaire, c'est-à-dire la hallebarde ici, que vous retrouvez à l'intérieur donc de ce carré. Donc le pays, au fond, dans l'Antiquité chinoise, c'est donc un espace qu'on se représente de manière paradigmatiquement carrée et qui détient donc une puissance militaire. Alors, je pense avoir assez montré que
le carré est la représentation spatiale par excellence de toute organisation humaine et politique. Et c'est ce que rappelle donc Marcel Granet, donc, dont nous avons assez souvent parlé. Marcel Granet, dont je rappelle les dates, 1884-1940, qui, dans une communication tout à fait intéressante sur la droite et la gauche en Chine, une communication faite en 1933, rappelle que, je cite, « Le monde, pour sa structure, ne diffère pas du char ou de la maison du chef. Il se compose d'un toit qui est rond, c'est le ciel, et d'une base carrée qui est la terre. » En effet, donc si vous, justement, à Xi'an, au musée de Xi'an, vous verrez donc des chars d'époque Qin et Han qui comportent donc une caisse où se tient donc le conducteur du char, une caisse carrée surmontée donc d'une sorte de parasol, de toit rond. Et de la même façon, donc la maison d'un chef, d'un prince, un palais, etc., est construit donc sur le même modèle. Je continue la citation de Granet. Entre le ciel et la terre, il y a les reliant une ou plusieurs colonnes. La colonne unique représente le chef lui-même. Là, ça nous renvoie justement à cette interprétation de la graphie du caractère Wang, donc trois traits horizontaux, donc le ciel, la terre et au milieu l'homme, et traversés en leur centre d'un trait vertical, donc, qui serait donc justement l'axis mundi, qui est le roi lui-même. Quand il y a plusieurs colonnes, continue Granet, 4 le plus souvent, elles représentent les ministres, colonnes maîtresses de l'État, ou bien les montagnes situées aux 4 coins de l'espace. Fin de citation. Donc ici, Granet rappelle donc cette structuration cosmologique de l'espace politique. Donc, nous avons ces deux espaces, donc le ciel qui est rond, et je rappelle qu'il est rond parce que il symbolise le cycle naturel de la succession des saisons et de la course des astres justement dans l'espace céleste, et donc le carré, forme extrêmement stable par définition, qui représente la Terre. Et ces deux espaces, bien que non homogènes, n'en font qu'un puisqu'ils se répondent, puisqu'ils correspondent en un réseau de relations infiniment multiples et variées. Vous avez des correspondances de secteurs, des correspondances d'Orient, de couleurs, etc. Et entre eux, le rôle axial et médiateur est joué donc par le fils du ciel, donc le Tianzi, puisqu'il est à la fois apparenté au ciel, qui est son ancêtre, et souverain des hommes. Et c'est lui qui garantit précisément la correspondance harmonieuse entre l'homme et les deux autres puissances cosmiques que sont le ciel et la terre. Et l'homme, en fait, participe justement de ce mouvement cosmique en reproduisant physiquement leurs mouvements et leur rythme. Alors, ce rôle médiateur du Fils du ciel en tant que représentant de l'ordre humain apparaît très clairement justement dans cette institution du Mingtang. Alors, le Mingtang, c'est cet édifice d'où est censé irradier donc la lumière, cette fameuse lumière rayonnante de la vertu du souverain ou du prince, qui est donc la première phrase du texte de la Grande Étude. Donc la voie de la Grande Étude est justement dans le rayonnement de cette lumière ou de cette aura
lumineuse du souverain. Et donc ce Mingtang est devenu, sous les Zhou, le symbole même de la royauté chinoise, royauté comprise comme primordialement rituelle et cosmologique. Alors, le plan de ce Mingtang était, et là je cite Léon van der Merch, était purement cosmologique. Le palais était édifié donc à l'extérieur de l'enceinte de la capitale, comme on l'a dit dans la banlieue sud, que le tertre rond du grand sacrifice solsticial au ciel marquait comme pôle cosmique. Sa toiture de chaume était ronde comme la voûte céleste, tandis que le corps de l'édifice était carré comme la terre. Il se composait de 4 parties, orientées à l'est, au sud, à l'ouest et au nord, autour d'un hall central. Alors là, ici, donc, vous avez une reconstitution en 3D de ce Mingtang, donc, comme vous voyez, qui rappelle justement la graphie du mot Ya dont nous sommes partis tout à l'heure. Alors ici, vous avez une tentative de reconstitution du plan intérieur donc, des salles de ce palais. Donc vous avez un carré central et autour donc d'autres carrés qui se distribuent de manière parfaitement symétrique autour de ce carré central. Alors je continue la citation de Léon van der Merch. Chacune des parties comprenait une grande salle médiane flanquée à gauche et à droite de 2 salles adjacentes plus petites, ces 3 salles de façade étant doublées par derrière encore de 3 pièces intérieures. Les 4 côtés et le centre correspondaient aux 5 points cardinaux et aux 5 divisions de l'année. Les 3 salles de chaque façade correspondaient aux 3 mois de chaque saison. Alors, c'est dans le... alors là, vous avez ici, en fait, des schématisations donc, du plan de ce Mingtang qui sont plus anciennes que les reconstitutions en 3D que nous venons de voir, comme vous avez ici. Et c'est donc dans cet édifice que le roi proclamait la nouvelle lune devant ses vassaux qui, à leur tour, donc, la proclamaient chacun dans son grand temple ancestral. Et c'est la raison pour laquelle le Mingtang est également appelé maison du calendrier, notamment par Granet, puisque le roi prenait rituellement place pour toute la durée d'une lunaison dans la salle correspondante du Mingtang. Et ensuite, le roi se conformait au cycle des saisons en faisant donc le tour des 4 orients. Donc il siégeait tour à tour dans les salles correspondantes. Et donc nous avons, si on peut dire, une circumambulation, donc une circulation autour des salles du souverain selon donc les saisons. Et cette circumambulation dans le Mingtang était doublée par une circulation plus large, dans la mesure où chaque année, le fils du ciel, donc le Tianzi, recevait tour à tour la visite des vassaux des 4 orients. Donc là, vous avez un mouvement centripète, un mouvement de convergence vers le centre. Et la 5e année, c'est lui, donc le fils du ciel, qui parcourait les fiefs des 4 orients en suivant le cours des saisons et en faisant station donc à l'est à l'équinoxe de printemps, au sud au solstice d'été, à l'ouest à l'équinoxe d'automne et au nord au solstice d'hiver. Autrement dit, donc, nous avons cette circulation rituelle et cosmologique, pas simplement dans l'espace et dans le temps, mais on peut dire que l'espace-temps se déploie à mesure que le souverain se déplace. Donc, au fond, c'est le souverain qui, par sa circumambulation, donc, crée au fond l'espace et le temps.
Alors le temps, il m'en manque maintenant, je dois conclure assez rapidement. Donc au fond, ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui, c'est que, et c'est là que nous allons reprendre notre propos, donc lors de notre prochain volet, donc le Tianxia, hein, tout ce qui est sous le ciel, est une forme de spatialisation qui frappe d'abord par son caractère extrêmement stable, hein, puisqu'il est fondé sur la forme carrée et fortement centré. Ce carré est toujours donc conçu autour d'un centre. Et c'est précisément cette universalité à la chinoise fortement stable et centrée qu'il s'agira donc de voir mise à l'épreuve par notamment donc le contact du monde chinois avec ses voisins immédiats que sont donc l'Inde et le Japon. Alors, il est temps pour moi donc de vous donner rendez-vous donc en décembre prochain, hein, mais entre-temps, nous aurons donc le privilège d'avoir deux conférences au mois de juin, précisément donc le 21 juin, donc, qui est une date cosmologique par excellence, donc avec l'entrée de l'été. Et le 21 juin, nous aurons successivement deux conférences qui ont été placées l'une après l'autre pour permettre d'abord à nos deux invités de se rencontrer et d'autre part pour nous permettre à nous de les écouter en rapport l'un avec l'autre parce qu'il s'agit donc d'un collègue américain d'origine indienne qui va nous parler donc d'un intellectuel japonais qui a tenté de repenser l'Asie en resituant donc la Chine dans cette Asie repensée et qui a proposé donc une vision critique justement de la place de la Chine dans cet ordre asiatique. Donc Monsieur Viren Murthy, puisque c'est son nom, professeur associé à l'université du Wisconsin à Madison, donc nous parlera donc de Takeuchi Yoshimi et la critique de la modernité. Et il sera suivi de Monsieur Miura Nobutaka, professeur honoraire à l'université Chuo de Tokyo, qui a déjà donné deux conférences au Collège de France, qui ont eu beaucoup de succès il y a quelques années, et qui parlera pour sa part des intellectuels du Japon moderne et contemporain selon Maruyama Masao, donc une figure importante du paysage intellectuel japonais. Et donc, ces deux collègues, l'un américain et l'autre japonais, nous font l'honneur de s'exprimer tous les deux dans un français tout à fait parfait. Donc, je vous invite à les retrouver avec moi donc, le mardi 21 juin. Et donc, en attendant, de nouveau, je vous souhaite vraiment le meilleur possible pour cette année du singe, en continuant donc à penser donc à toutes ces thématiques que nous avons lancées et que nous reprendrons donc ensemble bientôt, j'espère. Au revoir.